Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, comme prévu, on va encore refaire une petite vidéo listographie, sauf que cette fois-ci, j'ai décidé de choisir la listographie littéraire. Alors comme je vous l'avais dit, j'en ai un pour le voyage, un pour la littérature, et puis même si celle du voyage m'avait donné plus envie la dernière fois parce que j'étais en train de préparer mon départ imminent, eh bien, je me dis quand même que ce serait bête de ne pas vous présenter le deuxième parce que la littérature et la lecture sont les raisons pour lesquelles nous sommes tous ici sur Booktube à regarder des vidéos sur des bouquins, à créer des vidéos sur des bouquins. Donc, je me suis dit quand même, ça serait con de pas le faire. Voilà. Alors, encore une fois, on se retrouve avec le même principe, c'est-à-dire que l'on a un ensemble de double pages avec une illustration sur la gauche et la liste à remplir sur la droite, avec beaucoup de thématiques autour des livres. Je vais d'ailleurs vous en donner quelques-unes avant de retourner lancer les dés pour cette fois-ci encore me retrouver avec quelques catégories à remplir. Voilà. Alors là, par exemple, vous avez, je sais pas comment on traduit ça. Alors, The Best Books About Falling in Love, les meilleurs livres pour tomber sur le fait de tomber amoureux. Vous avez les livres qui m'ont appris quelque chose. Vous avez également les mots que j'aime et dont je déteste la sonorité. Vous avez les caractères de fiction avec lesquels je ne m'entendrai pas. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ces listes, c'est qu'il y en a certaines qui sont assez basiques, comme par exemple les graphiques, ce que j'ai lu, ce que je veux lire. Voilà, c'est des trucs assez... en gros, des listes de ce que j'ai fait, ce que je veux faire. Voilà, même si les thématiques sont différentes, mais ça reste toujours assez... mais il y en a d'autres en fait qui permettent de réfléchir et de rechercher dans sa mémoire en fait certains souvenirs, de certaines lectures, de certains moments, de choses qu'on associe aussi avec des moments de notre vie, enfin pas mal de choses, et c'est vraiment ce côté-là que j'aime beaucoup avec ces listes. Ici par exemple, vous avez les livres auxquels je pourrais associer une chanson. Donc là vous devez écrire le titre du livre et puis la chanson en question. Bon, mes 20 livres préférés, ça encore une fois, c'est les listes ultra basiques. Mais comme tout livre qui se respecte, et heureusement celui-là aussi, il y a un index. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'index, hein, parce qu'il y a de quoi lire. Mais voilà, c'est plus pour vous donner des exemples. Par exemple, mes couvertures de livres préférés, les livres controversés que j'ai lus, les cultures que j'ai découvertes grâce à la lecture, bon, les poètes que j'adore, les journalistes que j'admire, les librairies que j'adore, les auteurs que j'ai écoutés parler, j'imagine en réel, mes pièces de théâtre favorites, j'essaie de chercher autre chose que des listes classiques parce que ça on peut tous le faire, mais voilà, enfin bref. Il y en a plein, les citations préférées, etc., etc. Donc voilà, je me dis, écoutez, comme la dernière fois, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner quelques pages avec les dés. Et puis ensuite, je vais les remplir tranquillement et je vais en commenter quelques-unes. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais une liste que je vais commenter chaque ligne, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Voilà. Et en même temps, c'est pas non plus parce que je vous montre une liste qu'elle est terminée. Parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles j'aurais pas pensé sur le coup ou qui ne m'auront pas semblé importantes, alors que ça sera peut-être le cas plus tard. Voilà. Écoutez, on va aller lancer les dés. Recoucou. Écoutez, cette fois-ci, j'ai pas utilisé les dés parce que finalement, j'ai décidé de faire mon choix de page pendant que j'étais dans le train pour aller au travail. Et puis du coup, j'ai pris un générateur de chiffres où j'ai mis les limites de pages que je voulais. Et c'est comme ça que j'ai choisi mes pages. Parce qu'au final, c'était plus pratique parce que j'allais pas me trimballer les dés dans le train. Et puis, et puis voilà. Même si j'aime bien utiliser ces dés parce qu'ils sont jolis, mais ça c'est autre chose. Et donc voilà, on va en revenir à des livres, contrairement au voyage de la dernière fois. Donc cette fois, on va parler bouquins. Du coup, il y en a très certainement un certain nombre dont vous m'avez déjà entendu parler. Mais comme ils vont être associés à une liste, je vais les reciter, sans forcément par contre rentrer dans le détail du livre, puisque cette fois-ci, ça n'est pas le but. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des points lecture et d'autres vlogs plus détaillés. Alors, pour le premier, nous avions donc... les livres qui m'ont fait rire. Voilà, alors les livres qui m'ont fait rire, l'air de rien, il n'y en a pas beaucoup dont je me rappelle. Ah, ça recommence avec les motos. Et en fait, en même temps, il y en a un certain nombre. C'est surtout parce que j'associe ça essentiellement aux bandes dessinées. C'est vrai que j'ai eu des périodes où je lisais beaucoup de bandes dessinées humoristiques. Et donc oui, effectivement, ça me faisait sourire, voire marrer. Que ce soit Astérix, Le Petit Spirou, Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, Cédric... Julie Claire Cécile, toutes ces bandes dessinées que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent. Par contre, c'est vrai que les bandes dessinées, je lisais pas spécialement Tintin, Lucky Luke, tout ça. C'était vraiment plus les trucs humoristiques.
Il y a drôle de bruit dehors. Désolée. Ça m'a un petit peu... ça m'a surprise. Donc... Mais ils font quoi? Je sais pas si c'est des klaxons ou si c'est de la musique. C'est étrange, c'est étrange. Bref. Donc en fait c'est vrai que moi je l'associe surtout à ça, mais après est-ce que je peux vous donner des titres en particulier? Non, parce que à part ce que je vous ai cité, c'était, oui, il y avait Léonard, il y avait Is No Good, enfin je vous dis c'était vraiment toute une série de BD humoristiques que j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, parce que je les empruntais à la bibliothèque, parce que j'avais des amis qui en avaient, donc des fois quand on faisait des week-ends ou des choses comme ça, bah, je me farcissais un maximum de BD, c'était très sympa. Après en livre, alors, si, bah oui, j'en ai noté, il faudrait peut-être que je les regarde. Si, il y a étrangement Fortune de France de Robert Merle. Donc, roman historique que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'avoue que en particulier le premier tome, certaines tracasseries du personnage principal et surtout le langage, puisque c'était un langage picard, avec beaucoup de patois, beaucoup de mots un petit peu, je dirais, inventés, mais en fait non, puisque c'était vraiment comme ça que ça se disait à l'époque. Mais vous savez, c'est un peu comme quand on ne trouve pas son vocabulaire, pour les gens comme moi par exemple, et que du coup on prend un autre mot et on le transforme un petit peu pour en faire un nouveau, mais parce qu'on sait que ça va être compris. Voilà, c'est comme les onomatopées, ce genre de choses. Et en fait ce livre en était plein, et des expressions, mais des trucs tellement fortement imagés que à chaque fois c'était une scène comique. Et bizarrement, oui, c'est un roman historique assez sérieux dans ses histoires, mais qui, pour certains aspects, m'a fait mourir de rire. Voilà. Dans la même série, je me suis aussi noté Les Rois Maudits. Pourtant, Les Rois Maudits, pareil, hein, c'est pas un livre comique. On peut rigoler, même si c'est pas destiné à être que de la comédie. Mais Les Rois Maudits, j'avoue qu'il y a certaines situations, surtout celles qui se sont vraiment passées, qui sont tellement grotesques et tellement incroyables de se dire qu'il y a des gens qui ont vraiment fait ça, qu'il y en a certaines qui m'ont fait, mais sérieusement, éclater de rire. Et je pense surtout à Mao et son neveu, et également à tout l'épisode de la succession papale. Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire ou ceux qui ont lu l'histoire, je pense que ça va vous dire quelque chose. Je me suis également noté les Nicole de Buron. Nicole de Buron, qui est une autrice dont j'avais lu plusieurs romans quand j'étais ado. C'était une amie à moi qui me les avait conseillés, donc j'avais commencé à les lire. Et ce sont des livres qui sont, eux, humoristiques. Donc effectivement, ça me faisait beaucoup rigoler. Surtout que ce sont des choses, comment on appelle ça, pas tranche de vie, mais vraiment de la vie courante, racontée avec de l'humour. Voilà, donc comme c'était très tourné sur justement parents, enfants, mère, fille, adolescente, donc forcément je pense que beaucoup d'entre nous pouvaient facilement s'y retrouver, avec les petites choses qui se passent à l'école ou des choses comme ça, et du coup voilà, ça me faisait beaucoup marrer à l'époque. Également, et ça j'en ai déjà parlé, City Hunter et Family Compo en particulier de Tsukasa Ojo, donc il s'agit de mangas. Il y a d'autres mangas qui m'ont fait marrer, mais ces deux-là en particulier, et surtout City Hunter, je vous l'ai déjà conseillé. Mais si vous avez regardé l'animé, moi l'animé, il m'a jamais plu. Il y a d'autres choses qui m'ont fait marrer en animé, mais celui-là, il m'a jamais plu. Le manga, il est à tomber. Les dessins sont beaux, les histoires sont géniales, et je crois que c'est l'un des rares trucs où ça m'est arrivé d'être obligée de poser le bouquin parce que j'arrivais plus à lire tellement je me marrais, sincèrement. C'était un truc, mais un truc de fou. Le jour où vous avez une déprime, lisez City Hunter. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et je me suis également noté Flatland. Flatland dont je vous ai déjà parlé, mais s'il y en a encore parmi vous, peut-être qui ont raté la vidéo ou qui ont oublié ce que c'était. Flatland, c'est ce roman où les personnages sont en fait des figures géométriques. Voilà. Les cercles sont des prêtres, les lignes sont des femmes, les carrés sont des hommes, les triangles, ils ont je sais plus quelle fonction. En fait, c'est la société humaine reproduite dans des figures géométriques. Et ça m'a autant fait rigoler par l'absurdité en fait de l'histoire et surtout des personnages, que par des situations qui en fait reflètent encore une fois beaucoup notre société et qui sont tellement ironiques qu'en fait ça fait marrer. Voilà. Et je me suis également noté Martian Go Home de Frédéric Brown, que j'avais trouvé assez sympa et dont j'ai déjà parlé aussi sur ma chaîne. Sinon, deuxième catégorie, oh ça c'était compliqué, les livres qui ont eu un impact philosophique sur moi. Alors un impact philosophique, c'est-à-dire... ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce que ça peut être qui a changé ta vie? Est-ce que ça peut être qui a changé ta forme de pensée? Ou juste qui t'a fait te questionner sur le monde? Ou
je sais pas vraiment dans quel sens c'est dit. Donc, je l'ai pris dans le sens où des choses qui m'ont marqué et qui ont transformé ne serait-ce qu'une partie de ma façon de voir le monde. C'est-à-dire que parfois, on est marqué philosophiquement par quelque chose, ou même si c'est quelque chose en relation avec nos idées, avec lesquelles on est d'accord et qu'on savait déjà, mais parfois, si on n'a jamais mis les mots dessus, on n'a pas une vision claire en fait de cette pensée et de cette façon de voir les choses. Et le moment où on lit des mots qui correspondent à ça, on a tout de suite un tableau tellement plus clair de ce qu'on avait déjà dans la tête, mais qui nous permettent en fait d'appréhender ça et de la voir dans le conscient plutôt que l'inconscient, et donc de pouvoir l'utiliser, de pouvoir réfléchir avec et de pouvoir en faire quelque chose, parce que quand il est caché, voilà. Donc, c'était un petit peu compliqué. Je tiens à préciser quand même que j'ai aussi mis Flatland. Voilà, gros point commun avec la catégorie qui me faisait marrer avant. Pourquoi? Justement parce que Flatland, avec sa dépiction de la société, mettait vraiment le doigt sur certaines choses qui sont évidentes pour des gens modernes, parce que j'ai oublié de préciser que Flatland, c'est un livre du 18e ou 19e siècle. Enfin, c'est vieux, quoi. C'est pas du tout une époque où on s'amusait à critiquer la société facilement, d'où peut-être d'ailleurs les figures géométriques. Mais vous savez, une telle modernité dans le langage et cette façon de voir les choses avec des formes géométriques fait que certaines thématiques apparaissaient en fait beaucoup plus claires et évidentes, je trouve, même par rapport à notre monde moderne, et on reconnaît des choses, mais en plus, elles nous permettent de, comment dire, j'essaie de dire, d'expliquer sans non plus flinguer l'histoire, mais de faire le lien entre politique, religion, notre façon de penser, ce qui nous sépare, la perception qu'on a des choses selon l'endroit, en fait, on se situe dans la pensée, pas dans la géographie. Voilà, si vous avez compris. Autrement, je me suis aussi noté, ça aussi c'était compliqué, l'univers dickien. Alors là-dessus, je me réfère à Philippe K. Dick. Pourquoi je parle de l'univers dickien? Parce que j'ai commencé à lire Philippe Dick assez tard. Et que ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, je connaissais déjà son univers à travers les films, en sachant que tous les films que j'ai vus qui étaient inspirés par ses livres faisaient déjà partie de mes films préférés, ou en tout cas de films que j'aimais beaucoup. Mais juste je ne savais pas. Et en fait, quand j'ai associé les deux, je me suis rendu compte que c'était, même par les films, des histoires qui m'ont influencée et surtout qui m'ont... je sais pas si vous connaissez pas Philippe Dick, c'est beaucoup de remise en question de la réalité de ce qui nous entoure, voilà, de se demander si ce qui nous entoure existe vraiment et est-ce que notre existence est réelle. Mais en fait, c'est amené de telle façon, c'est pas juste pour se dire qu'on n'existe pas, c'est pas des trucs, c'est pas non plus des trucs complètement... Mais, encore que... Mais disons que c'est une façon de voir le monde qui fait que ça nous ouvre l'esprit à des interrogations auxquelles on ne penserait pas forcément avant, et qui, quand elles sont expliquées clairement, ça fait un peu peur, parce que ça peut donner... Là, il était complètement parano, et puis c'est ça qu'il a exprimé, hein, l'auteur. Et c'est vrai que ça peut te rendre aussi un petit peu parano, parce que... tu te rends compte que quand ta façon de questionner le monde qui t'entoure s'élargit trop, ça peut donner un petit peu le tournis. On peut avoir l'impression en fait d'être au bord d'un précipice, et que même si on sait que, ou en tout cas on soupçonne que il y a des choses qui ne sont pas forcément irréelles ou pas forcément, mais le simple fait d'y penser, ça ouvre vraiment à beaucoup de portes auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc c'est pour ça que je parle de l'univers dickien en règle générale. J'avais vu bien avant de lire les livres, j'avais vu que ce soit Total Recall, que ce soit Blade Runner, que j'adorais absolument. Bon, bien sûr Matrix. Alors Matrix, ça ne vient pas d'une de ses histoires, mais c'est fortement inspiré par sa façon de penser. Et ça se ressent énormément. Bref, toutes ces histoires-là, il y avait Scanner Darkly, il y avait, en fait j'en ai vu plein sans le savoir. Et voilà. Voilà, il y avait Source Code aussi, je crois. Il y avait, enfin, plein. Également, alors ça c'est un petit peu plus différent, je me suis noté les fables, en particulier les fables d'Ésope. Je lisais La Fontaine et Ésope, mais j'avais un livre des fables d'Ésope en espagnol. Je sais pas si c'était à cause des illustrations, mais c'était vraiment celui que je relisais sans arrêt quand j'étais gamine. J'adorais les histoires. Alors que quand on faisait La Fontaine, surtout à l'école, j'avais l'impression que le discours était un peu trop moralisateur, alors que moi c'était l'histoire qui me plaisait. Mais c'est normal quand on est gamin. Et Ésope, je le ressentais moins. Et pourtant je suis persuadée qu'il y a une morale. Ça remonte à loin. Hein. Et donc voilà, j'aimais beaucoup. Et donc j'ai mis les fables d'Ésope et les contes. Pourquoi? Parce que je pense que, je n'en sais rien, mais je pense qu'en tant que gamine, comme c'était des choses que je lisais beaucoup, ça a dû d'une certaine façon m'ouvrir l'esprit à certains sujets, à certaines
certaines façons de percevoir les choses auxquelles j'avais pas pensé avant. Voilà. J'ai également mis Les Fleurs du Mal de Baudelaire, parce que c'est un livre dont je vous ai déjà parlé, qui m'a marqué par sa façon de voir du beau dans le lait, du lait dans le beau. Encore une fois, on transforme un petit peu cette façon de penser. Pas qu'avant, c'était juste blanc, noir et exclusif, mais cette façon en fait de complètement mélanger les deux mondes, comme si les deux en fait avaient le même sens, que la laideur était forcément belle et la beauté forcément laide. Enfin, il y a tout un truc comme ça qui, c'est pareil, je l'ai lu, j'étais ado, je l'ai lu au collège, je crois. Donc forcément, c'est pareil, c'est un moment où on est assez influençable, surtout dans les lectures, dans ce genre de choses. Et ça marque, voilà. Et celui-là, je sais qu'il m'a marqué. Qu'est-ce qu'il a exactement changé en moi? Je ne sais pas bien. Mais je sais que cérébralement parlant, ça a eu un effet. Voilà, je ne peux pas vous décrire précisément, mais il y a eu un truc. Également, alors, il y a 3 livres que j'ai mis ensemble. Vous allez voir pourquoi. Ravage de Barjavel, le manga Dragonhead et Le Fléau de Stephen King. Parce que ce sont les livres, le premier c'était Ravage de Barjavel, mais ce sont les livres qui m'ont vraiment ouvert au monde post-apocalyptique, à la possibilité de celui-ci. Et également, surtout, même si je le savais déjà, parce que bon, bah, on n'est pas neuneux non plus, mais des extrêmes auxquels la société en quoi elle peut se transformer, en quoi les gens peuvent se transformer quand il s'agit de survie, de se battre pour soi, éventuellement pour nos proches et encore que, et de voir en fait les extrêmes dans cette thématique-là. Et en tout cas, quand j'étais jeune, il y avait déjà beaucoup de choses post-apocalyptiques, mais il n'y avait pas forcément ce côté où on ne sait pas trop où la société humaine va, pas au point où on en est aujourd'hui. Je pense que la crainte, elle a toujours été là, c'est pour ça que ces livres existent, mais à l'époque, c'était pas forcément quelque chose qui était aussi mis en avant qu'aujourd'hui. Et je pense que ces 3 livres m'ont marqué. Je vous les ai donnés dans l'ordre dans lequel je les ai lus, justement parce que ça m'a fait réfléchir aussi à qu'est-ce qui se passerait si un truc comme ça arrivait, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que mon entourage ferait, qu'est-ce que je devrais faire, parce que si on ne se rend pas compte de ce dont on dépend, et qu'est-ce qui nous serait enlevé à ce moment-là. Et ça fait aussi se poser beaucoup de questions sur soi-même, son caractère, et jusqu'où on peut aller dans la violence et dans la défense et dans la recherche de ressources. Voilà. Ce qui par la suite a été repris avec tous les trucs de zombies et tout ça, mais voilà, pour moi c'était vraiment les 3 qui m'ont beaucoup marqué à ce niveau-là, parce que l'apocalypse en soi, c'était une raison en fait d'apporter tous ces thèmes-là. Voilà. Également, celui-là, je crois que j'en ai pas parlé ou pas beaucoup. Dans la peau d'un noir de J.H. Griffin, qui est un livre que j'ai lu vraiment très jeune. J'étais, je crois, au début du collège aussi, donc j'avais 10-11 ans, et c'était quelqu'un qui m'avait prêté. Et en fait, c'était une histoire dans laquelle il y a un homme médicalement qui s'est transformé en noir, c'est-à-dire qu'il a dû prendre des traitements, des choses pour que sa peau soit colorée d'une certaine façon. Enfin, il y a tout un truc, je ne vais pas vous expliquer ça, puis en plus ça date d'il y a tellement longtemps que dans le détail, je ne me rappelle pas. Et il a fait l'expérience pendant 6 semaines de vivre en tant que noir aux États-Unis pour voir à quel point il y avait une différence. Voilà. Et franchement, ça fait partie de ces livres qu'on peut appeler un livre choc. Même si on sait plus ou moins ce qui se passe, après j'étais jeune aussi, donc, mais même quand on sait plus ou moins ce qui se passe, les problèmes de racisme, toutes ces choses-là, d'être forcé en fait, d'être mis de l'autre côté, c'est quelque chose, je pense, qui est quand même difficile à imaginer et à se mettre en tête, et sincèrement, ça m'étonne que ce livre ne soit pas plus connu. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'idée, essayez, mais pas forcément quand vous êtes déprimé, parce que je me rappelle que je me rappelle pas de tout dans le détail, mais je me rappelle que c'était assez marquant d'un point de vue négatif. Également, j'ai mis Le Petit Prince, point d'interrogation, parce que je l'ai lu il y a très longtemps et que je sais plus si ça a un effet, mais c'est un livre en soi qui est philosophique. Donc en le lisant très très jeune, ça a dû faire un truc. Huis clos de Sartre. Parce que Huis clos était une pièce de théâtre que j'avais absolument adorée. Je sais qu'elle m'a marquée parce que pendant très 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 longtemps, j'ai continué d'y réfléchir, de penser à plusieurs situations, à plusieurs citations aussi du texte. Et donc, je sais que j'ai beaucoup réfléchi dessus. Le problème, c'est que comme beaucoup de temps a passé, encore une fois, je ne peux plus vous dire concrètement qu'est-ce qui a changé. Mais voilà. La Cité et les Astres d'Arthur C. Clarke, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça.
parce qu'il m'a rajouté des questionnements, comme s'il en avait besoin. Il m'a rajouté des questionnements, surtout sur la mémoire humaine, la façon de la stocker, de l'utiliser éventuellement dans le futur, ce que le progrès pourrait en faire. C'est pas que j'y pensais pas avant, mais c'est que là, ça a mis une forme concrète à ce type de questionnement de qu'est-ce qui se passerait, etc. Et donc, il a ouvert à de multiples nouveaux questionnements. Voilà. Et j'avoue que c'est une histoire à laquelle je continue de penser depuis que je l'ai lue. Elle m'a pas mal marqué. Et je l'associe à une autre, même si c'est une lecture que j'ai beaucoup moins aimée, c'est Carbone modifié, parce que ça soulevait d'une forme différente, mais ça soulevait des problèmes similaires. Le problème de Carbone modifié, c'est que pourquoi je l'ai pas... C'est pas que je l'ai pas aimé, je l'ai aimé. Mais j'ai été déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus justement à cause de tout ce côté-là. Le problème, c'est que des passages et des questionnements et des situations absolument passionnantes ont été complètement engloutis par le côté film d'action Hollywood. Voilà. Et c'est dommage. C'est tout. Ensuite, j'ai mis L'âme de l'empereur de Sanderson. L'âme de l'empereur qui était une histoire de faussaire avec des pouvoirs en fait qui permettaient de recréer à partir de certaines informations, de recréer complètement un objet de façon à ce qu'il apparaisse comme l'original aux yeux des gens. Et c'était mon premier Sanderson. C'est un livre très très court si vous voulez l'essayer. Et déjà parce que ça touchait à l'Asie, ça touchait à l'art, ça touchait à l'archéologie, à beaucoup de choses en fait qui m'étaient familières. J'ai été complètement happée. Et le système de magie de ce livre, je l'ai trouvé complètement incroyable. Et encore une fois, ça soulevait beaucoup de questions, de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Encore une fois, par rapport à la véracité des choses, y compris des objets, des choses qui ne sont pas vivantes, mais aussi si on appliquait les mêmes méthodes aux choses qui étaient vivantes, il y avait tout un truc comme ça. Et pareil, celui-là aussi m'a beaucoup marqué. Après, dans ma vie de lectrice, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué quand même, en bien, en mal. Mais le fait qu'on a trouvé une histoire incroyable et qu'elle nous obsède pendant longtemps ne nous apporte pas pour autant de nouveaux questionnements philosophiques. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a fait choisir les livres que je vous ai cités. Suivant. Ah oui, oh bah ça c'était compliqué ça. Et puis finalement, une fois que j'ai commencé à écrire, c'était plus simple que ce que je ne pensais. Comment avez-vous été introduit au livre au cours des années? Donc pendant votre vie. Là, c'est simple, d'autant plus que j'en ai déjà parlé, ma mère. Voilà, ma mère a toujours été une très très grande lectrice. Il y avait toujours beaucoup de livres à la maison. Il y a toujours plus de livres que de nourriture ou autre chose, ou de jouets, ou de ce que tu veux. Et je pense que le fait d'être tout le temps entourée de livres, pour moi, c'était quelque chose de naturel. Et de commencer à lire très tôt, et ou ma mère qui me lisait des histoires, ou moi qui commençais à en lire, c'était très naturel, ça venait très très facilement. Ma famille a quand même beaucoup de gens qui lisent, voire qui lisent beaucoup, et donc les conversations autour des livres sont quand même des choses qui reviennent assez particulièrement. Donc je dirais que c'était la première raison. J'essaie de le faire de façon chronologique. Clairement la première raison. Ensuite, bien sûr, il y a l'école, puisque je me rappelle qu'on faisait beaucoup de lectures à haute voix, de contes de Perrault en particulier. Je me rappelle à l'école primaire, et c'était à la même époque que j'habitais à Béziers à l'époque. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Merci, Ménard. Mais en fait, j'allais très très souvent à la bibliothèque municipale et je passais mon temps dans les rayons. Parce que même si j'empruntais des bouquins, mais d'abord j'en lisais d'autres. Et après, j'en prenais des nouveaux que j'avais pas eu le temps de regarder. Et je me rappelle qu'en fait, je parlais pas mal avec la bibliothécaire parce que j'étais apparemment la gamine qui passait le plus de temps à la bibliothèque et que elle savait qu'à chaque fois qu'elle avait des livres à me proposer. C'est fou, je me rappelle encore de sa tête. Pourtant, il y a d'autres personnes qui ont été plus importantes et plus présentes dans ma vie. J'ai du mal à remettre les traits, mais elle, je me rappelle très bien de sa tête. Elle était blonde avec toujours les cheveux attachés comme ça derrière. Et pas que ça vous intéresse, mais c'est vrai que je me rappelle très bien qu'elle venait très souvent pour me demander ce que j'étais en train de lire ou pour me conseiller d'autres choses. Et c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Voilà. Dans cette bibliothèque-là en particulier. Puis après, on a déménagé à Montpellier. Donc par la suite, j'ai mis que c'était des découvertes dues au conseil ou au hasard. Donc soit au hasard parce que je tombais sur des choses à la bibliothèque, soit par des conseils de personnes à l'école, puisqu'une fois que je suis rentrée au collège, genre 4e surtout, c'est là que j'ai commencé à vraiment parler de livres avec d'autres gamins à l'école, ce que je faisais pas forcément avant. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui lisais, alors que peut-être que les autres le faisaient aussi, mais c'est juste que c'était pas quelque chose en commun, on n'en parlait pas et on le faisait pas ensemble. Voilà, et ça se trouve, ils pensaient la même chose de moi. Mais à partir du collège, j'ai commencé à trouver des gamins avec un livre dans les mains, qui avaient envie de parler de livres, et donc du coup, forcément,
La discussion s'est développée, j'en ai conseillé, on m'en a conseillé et j'ai découvert des choses comme ça auxquelles j'aurais pas pensé. Ensuite, je voulais noter justement toujours au collège, en 3e, et je vous ai déjà parlé de cette expérience, donc écriture et comédie du livre parce que on avait étudié le fantastique et l'horreur pendant toute cette année de français. On avait d'ailleurs l'autrice Joëlle Vintrebert qui était venue pour faire des ateliers avec nous, pour discuter avec nous, etc. Et donc on avait écrit et illustré des histoires et ensuite on en a fait un livre qu'on a vendu à la Comédie du Livre et c'est quelque chose mais alors qui m'avait ravie à l'époque et je l'ai noté parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a emmené vers le livre mais c'est quelque chose qui m'a fait percevoir le livre différemment puisque j'ai participé à sa fabrication et que c'est autre chose que de juste lire et être spectateur, j'allais dire, enfin, vous comprenez, et être acteur, c'est-à-dire de carrément faire partie de la composition, de la création de l'histoire. Voilà. Et puis ensuite, j'ai mis Internet. Bah oui, parce qu'avant ça, Internet, il n'y avait pas. Hein. Ça, je dis ça pour les plus jeunes. Faut pas croire, Internet, c'est récent. Avec Internet, bien sûr, j'ai commencé à trouver des articles qui parlent de livres, des blogs littéraires. Et par la suite, quand j'ai commencé avec les réseaux sociaux littéraires et puis maintenant Booktube, voilà. Donc voilà, là vous avez mon expérience de ma vie. Et pour la dernière catégorie, ça va être ultra rapide. Il n'y a rien. Je me la suis quand même notée parce que je sache dans le futur que c'est pas juste que j'ai zappé la page, c'est que, ben non, voilà. Avez-vous déjà entendu ou vu parler des auteurs, mais en direct? Eh bien non. Jamais. Je pourrais peut-être considérer Joëlle Vintrebert, justement, qui était venue pour nos ateliers en 3e, mais ça n'était pas pour parler devant un public, ça n'était pas pour tout ça, c'était vraiment dans le but d'un projet scolaire, c'est assez différent, donc je ne sais pas si ça compte. Voilà. Ben écoutez, c'était ce que j'avais à vous dire, alors j'espère que cette explication de livre un petit peu différente de celle que l'on fait d'habitude vous aura plu, ça permet de changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, et voilà, donc si vous aimez bien ce type de livre, donc c'est littérarie, listographie, avec un bel accent français parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis d'ailleurs, si vous l'avez, dites-moi. Ou en tout cas, si vous avez aussi des livres de cette collection, peut-être que je n'ai que les 2 que je vous ai présentés. Hein. Mais de me dire si vous en avez d'autres et en quoi ils consistent. Parce qu'il y en a certains, des fois, c'est un peu flou. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais c'est intéressant quand on aime bien gribouiller des listes. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!